À la une de l'actualité de ce jeudi, tout d'abord le retour aujourd'hui sur le sol ivoirien du président Alassane Ouattara. Il a pris part au 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Il a été question de collaboration entre les pays du BRICS et les États africains. Le chef du gouvernement haïtien conduit depuis hier soir une délégation en Côte d'Ivoire. Il a rencontré aujourd'hui son homologue Daniel Cablon-Duncan et des membres du gouvernement. Un communiqué final a sanctionné sa visite en Côte d'Ivoire. Et puis en Centrafrique, la situation reste précaire dans la capitale Bangui. La ville aux mains de la coalition Séléka depuis le coup de force n'est toujours pas sécurisée. Il demande d'ailleurs l'aide des forces internationales. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur RTI 1. Bonsoir à vous. Depuis quelques heures, le chef de l'État Alassane Ouattara est de retour dans son pays. Il vient de prendre part au 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Les travaux du sommet ont porté entre autres sur l'engagement des BRICS à favoriser la croissance en Afrique et les échanges intra-africains. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Plusieurs membres du gouvernement et président d'institutions. Il s'est aussitôt rendu à ses bureaux au palais présidentiel du Plateau pour reprendre le travail. Justement, à propos de ce sommet de Durban, il en ressort principalement la création d'une banque de développement commune aux pays du BRICS. Elle sera destinée à financer des infrastructures. Jérôme Kofi Aboulin était sur place à Durban. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la deuxième et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Le chef du gouvernement haïtien Laurent Salvador Lamotte conduit depuis hier une délégation en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération entre Abidjan et Port-au-Prince est la raison principale de cette visite haïtienne sur le territoire ivoirien. Alvar Assa nous propose le communiqué final qui a sanctionné la visite. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a eu une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan et des membres du gouvernement. Il a été essentiellement question de coopération au profit des deux pays. Je suis convaincu que la force des excellentes relations d'amitié et de fraternité que nos deux nations nouent aujourd'hui sera le gage des perspectives rayonnantes d'une coopération bilatérale diversifiée, fructueuse et porteuse de fruits entre nos deux pays. Pour Laurent Salvador Lamotte, cette visite est le signe du rattachement d'Haïti au continent africain et particulièrement à la Côte d'Ivoire pour s'inspirer de son modèle de développement. En très peu de temps, vous avez réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès, du développement durable et de la croissance économique. Nous essayons de faire pareil.
À l'issue de cette séance de travail entre des membres du gouvernement ivoirien et haïtien, les résultats de leurs travaux ont été entérinés par les deux premiers ministres, suivi de la signature de deux accords, l'accord cadre de coopération et le mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères. D'autres projets d'accord, toujours dans le domaine de la coopération bilatérale, ont été signés. Elle porte entre autres sur la question de la sécurité de la défense, le commerce, les investissements, l'agriculture, les ressources animales, l'éducation et la libre circulation des personnes. En vue de faciliter la libre circulation des personnes entre les deux pays, le gouvernement ivoirien a marqué son accord pour l'exemption de visa aux Haïtiens détenteurs de passeports officiels, diplomatiques et de service. Par ailleurs, s'agissant des femmes et hommes d'affaires haïtiens, il est envisagé l'émission de visas de longue durée aux entrées multiples. Au niveau de la coopération régionale et internationale, les deux premiers ministres se sont félicités de la convergence de vues des deux pays sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des institutions internationales. Voilà, après cette rencontre à la primature, la délégation haïtienne présente en Côte d'Ivoire a échangé avec des hommes d'affaires ivoiriens. Ils ont parlé des possibilités d'affaires entre les deux pays. Les images de la rencontre avec Alvorassa. Il a été question de plusieurs secteurs d'activité lors de cette rencontre hommes d'affaires ivoiriens et haïtiens présidée par le premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Pour la Côte d'Ivoire, le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmel Essis, et Djibo Nicolas de la Chambre de commerce et d'industrie ont présenté les atouts économiques du pays en agriculture, mines et énergie, commerce, services et autres. Pour Haïti, les ministres haïtiens de l'agriculture, Fresnel Dorsin, et celui des Affaires étrangères, Pierre-Richard Kazmi, ont soutenu que le gouvernement Martelly Lamotte veut faire de l'investissement privé une priorité. D'où cette mission en Côte d'Ivoire, un exemple pour eux. Ils ont ensuite dit qu'Haïti, avec plus de 10 millions d'habitants et à 1 heure de vol de la Floride aux États-Unis d'Amérique, est un marché important. À cela, il faut ajouter le secteur touristique, l'artisanat et la pêche. Pour eux, enfin, après le tremblement de terre et le passage de l'ouragan Sandy, le pays est à reconstruire. Parlons économie, il s'agit de lutte contre la corruption. Un séminaire de dissémination des études et des travaux de recherche sur la corruption se tient ici à Abidjan. Il est question de renforcer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est une idée du secrétariat national à la bonne gouvernance et la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Beket Aliko, Delphine Gla. Réduire l'impact de la corruption sur l'économie ivoirienne. Tel est l'objectif du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui poursuit ses efforts dans la lutte contre ce fléau. Concevoir, élaborer ce qu'on appelle le document cadre portant stratégie nationale de lutte contre la corruption qui va être avalisé encore par le Conseil et que la Côte d'Ivoire va appliquer définitivement pour éradiquer en tout cas le fléau. La stratégie, le plan national de bonne gouvernance qui a été élaboré par le secteur est la solution la plus adéquate pour arriver à faire évoluer les indicateurs de la corruption au niveau de MCC. L'an dernier, le programme d'appui à la gouvernance a accompagné les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption. En 2013, d'autres défis restent encore à relever. Maintenant, il faudra passer à une seconde phase, une phase de sensibilisation et une phase opérationnelle de mise en place des institutions qui vont s'occuper de la prévention, de la sensibilisation, mais également de la sanction, donc en matière de dysfonctionnement, en matière de corruption. Selon l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire occupe la 130e place sur 182 pays évalués dans le domaine de la corruption en 2012. L'opération de pré-souscription aux logements sociaux et économiques vient d'entrer dans sa première phase. En la matière, les besoins sont énormes. Il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit dans le pays. Les conditions d'attribution de ces logements sociaux et économiques dans le reportage de Noël Niagno. La politique de logement social en Côte d'Ivoire, au commencement, était la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, publicité mise à part, avec une image, l'immeuble Mirador, et un visage, Conan Ferrand. Continuer l'œuvre que nous avons démarrée
et bien sûr de travailler. Sans le travail, on n'a rien dans la vie. Ce jeudi 28 mars, l'État, à travers ses dirigeants, est retourné au Mirador pour repositionner cette politique de logements sociaux avec une mobilisation à nul autre pareil des membres du gouvernement. Plus de 7 ministres, y compris des ministres d'État. Une expression de la solidarité et de l'engagement du gouvernement autour de la question du logement. À leur tête, Amadou Gon, secrétaire général de la présidence de la République, président de la cérémonie, la quasi-totalité des acteurs du BTP, bâtiments et travaux publics. Et bien sûr, les populations qui attendent beaucoup de cette opération. Depuis 30 ans, on vit dans une maison, on paye la maison correctement. Chaque fois, on vient nous augmenter. On est fatigué de ça. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, a souligné à cette occasion les actions entreprises pour relancer la politique du logement social, principalement le prolongement de la durée du crédit et la réduction de son coût. Le taux du crédit acquéreur passe désormais de 9,5% minimum au maximum à 5,5% pour les acquéreurs. Quant à la durée, avant, elle était de 15 années au maximum. Aujourd'hui, le crédit immobilier peut aller de 11 à 20 ans. Sur cette base, tout Ivoirien peut bénéficier de ce logement à condition d'avoir un revenu mensuel n'excédant pas 400 000 francs CFA et se soumettre à une préinscription qui va sanctionner votre éligibilité. 300 jeunes sont recrutés pour gérer cette opération qui va durer 45 jours. Elle aura lieu dans toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce jour, le gouvernement a obtenu 2291 hectares de terrain. De nouveaux accords de partenariat en matière de communication et d'information lient Abidjan et Ouagadougou. Maître Afoussiata Bambalamine, ministre ivoirienne de la communication, est depuis quelques jours au Burkina Faso dans le cadre de cette coopération. Elle a été reçue hier par le président burkinabé Blaise Compaoré. À sa sortie d'audience avec le chef de l'État burkinabé, Maître Afoussiata Bambalamine a fait le point de sa visite au Burkina Faso. Je suis venue donc au Burkina dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été signé par les deux ministères, le ministère de la communication du Burkina Faso et celui de Côte d'Ivoire. Donc naturellement, nous étions venus présenter, le ministre et moi-même, donc ce protocole d'accord au président, discuter avec lui, voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mieux travailler, parce que nous avons toujours besoin effectivement du soutien des deux présidents, du président de la République du Faso et du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous sommes venus échanger. Et bien entendu, nous lui avons rappelé que ça ne concernait pas seulement les secteurs de la communication, d'autres secteurs aussi étaient concernés par cet accord de coopération. Et donc il fallait effectivement que ça puisse se faire dans les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce ou d'autres secteurs qui sont concernés. Donc nous avons eu un échange très intéressant et je pense que la suite de la visite, ce serait effectivement que les structures sous tutelle donc, du ministère de la Communication du Burkina et celui de la Côte d'Ivoire soient opérationnels, puissent travailler réellement sur le terrain par rapport à l'accord que nous avons conclu. À quel niveau se trouve aujourd'hui le processus de certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? L'Agence nationale de l'aviation civile chargée de mener cette certification est optimiste à ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour l'obtention de la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par l'aviation américaine. C'est dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Hugues Hervé Blé. Plus de 20 compagnies aériennes desservent depuis Abidjan, certaines par vol direct. Plus de 35 destinations à travers l'Afrique, l'Europe et le Proche-Orient manquent à l'appel à la compagnie américaine du fait de la non-certification de l'aéroport par l'aviation américaine. Faire certifier notre aéroport par la TSA américaine, cette notion en fait renferme 3 volets. Il y a le volet sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est toutes les mesures qui sont prises pour lutter contre les actes d'intervention illicite qui visent l'aviation civile. Tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est attaque. Et donc vous comprenez que ça s'étend à la police générale de l'aéroport. Le deuxième volet, c'est la sécurité. La sécurité aérienne, c'est toutes les mesures qui sont prises pour qu'il n'y ait pas un accident d'avion, que l'avion ne crache pas. Donc tout ce qui est entretien de l'avion, suivi de l'entretien de l'avion et tout ce qui entoure donc le vol. Le troisième volet, c'est la nécessité, une fois qu'on a fini avec ces 2 premiers volets,
d'obtenir qu'une compagnie aérienne soit intéressée par la liaison entre Abidjan et les États-Unis. Recherchée depuis 1999, la certification pourrait être obtenue avant fin 2013. C'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du premier volet, le volet sûreté, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons d'abord mis en place toute la réglementation nécessaire. Et là, je voudrais donc remercier les hautes autorités de ce pays, parce que tous les décrets dont nous avions besoin ont été signés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, nous avons formé. Nous avons formé les forces de l'ordre, nous avons formé la police, nous avons formé la gendarmerie. Et nous avons au niveau du fret tous les rayons X nécessaires, à tel point que nous faisons un contrôle de 100% du fret. Le deuxième volet, c'est la sécurité. Ce que la TSA veut savoir, c'est si l'aviation civile de Côte d'Ivoire a la capacité de bien superviser la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Nous sommes donnés jusqu'en août pour atteindre un niveau de sécurité, je dirais, bon. Et puis ensuite, l'avenir de la TSA, après avoir mené donc la troisième action, donc le troisième volet, qui est d'intéresser une compagnie à la ligne entre Abidjan et New York. La certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, rien n'est négligé pour y arriver. Ce que nous avons fait, c'est de prendre toutes les dispositions pour que, effectivement, la sécurité et la sûreté aéroportière soient une réalité au niveau d'Abidjan. Et les audits que nous venons de passer avec succès attestent le travail qui a été accompli. Aujourd'hui, il n'y a que les ayants droit qui disposent des cartes d'accès sur la plateforme aéroportière. Je suis très optimiste et je pense que d'ici fin 2013, logiquement, l'aéroport de Côte d'Ivoire doit être certifié. On n'a jamais été aussi bien placé. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en 2012 a accueilli 962 000 passagers, soit 50% de plus qu'en 2011. L'objectif visé est de 1 million de passagers en 2013 et plus les années suivantes. Ce que devrait favoriser l'obtention de la certification et donc la venue de compagnies américaines en vol direct à Abidjan. La Côte d'Ivoire a beaucoup à y gagner. Si l'aéroport est certifié aujourd'hui, plutôt que d'aller à Paris pour aller aux États-Unis, nous allons faire des vols directs d'Abidjan sur les États-Unis. Nous tenons à ce que notre aéroport soit certifié pour que, effectivement, la politique des ciels ouverts que nous appliquons aujourd'hui puisse permettre aux Ivoiriens de voyager partout dans le monde à moindre coût. Pour en arriver là, des obstacles sont à lever sur la voie de la certification. Le gouvernement, par le biais de l'ANAC, s'y attelle et espère voir l'aéroport Félix Houphouët-Boigny certifié avant la fin de cette année. Parlons de justice. 9 agents de la police nationale viennent d'être condamnés à une peine de prison par le tribunal militaire. Ils ont extorqué la somme de 50 000 francs CFA à un conducteur. Selon eux, l'homme disposait d'un permis de conduire non valable sur le territoire national. Des images du procès avec Hugues Hervé Blé. La lutte contre le racket et l'impunité militaire se poursuit sans relâche. Épinglé récemment, 11 agents de police membres de la compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. Traduits devant le tribunal militaire, ils avaient à répondre des faits de racket. Les faits remontent au 29 octobre 2012, accusant un conducteur de détenir un permis non valable sur le territoire ivoirien. Ces agents lui réclament, après confiscation du permis et des pièces du véhicule, 50 000 francs CFA. La victime de racket porte plainte. Interpellés après enquête, les 11 policiers mis en cause sont déférés devant le tribunal militaire pour délit d'extorsion de fonds. 4 des 11 prévenus écopent de 5 mois de prison avec 100 000 francs d'amende, 5 de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Déclarés non coupables des faits d'extorsion, 2 sergents sont relaxés. Dans un autre chapitre, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, célèbre son cinquantenaire. Elle a décidé de marquer le coup pendant 10 jours. La cérémonie inaugurale a porté sur le bilan des 50 années de lutte syndicale de la plus vieille centrale du pays, Léon Bro.
Amisha et ses 38 camarades attendent leur réintégration après leur renvoi en 2009 de leur société. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais à quel niveau le dossier est bloqué. L'UGTCI décide de faire quelque chose afin que nous puissions bénéficier de la vie comme tout le monde. Contrairement à ce syndiqué, Comblé est cette militante de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI. Licenciée en 2001 pour motif de grève, elle a été rétablie par son employeur grâce à l'UGTCI. Nous étions un élément dangereux pour la société du fait des revendications que nous n'arrêtons pas de poser. Après plusieurs tractations, la société a dû rebrousser chemin donc pour me rétablir dans mes droits. En 50 ans, les cas d'injustice rétablis par l'UGTCI au profit de ses adhérents sont légers. Le secrétaire général de cette centrale syndicale peine même à les chiffrer. Joseph Ebanierin est cependant loin de se satisfaire du parcours de sa centrale. Avec lui, le premier secrétaire général de l'UGTCI, Amotano Lambert. Tous deux notent des insuffisances et des manquements pour lesquels il convient de redynamiser l'UGTCI. Il doit être un organe de paix et de développement économique du chômage des jeunes. Le syndicat peut jouer un rôle très important dedans. On doit s'adapter au contexte nouveau. Aujourd'hui, vous savez, on est dans l'éthique. Et donc, on est obligé de nous moderniser par rapport aux cotisations. Mais nous avons décidé de restructurer, de refaire les statistiques, de telle sorte qu'entrant en session budgétaire, on sache que s'il y a 300, on n'en attend pas 3000. L'UGTCI, face aux nouveaux enjeux du développement de la Côte d'Ivoire, thème de ce cinquantenaire en 4 volets. Soirée humoristique, décoration de syndicalistes, dîner gala. Cérémonie inaugurale. La paix, il n'est pas exagéré de souligner le retour à l'UGTCI après la crise de succession qui a également marqué l'existence de la plus vieille centrale syndicale de Côte d'Ivoire en fin d'année 2012. La page internationale de cette édition s'ouvre en Centrafrique. La situation reste précaire dans la capitale Bangui. La ville est aux mains de la coalition des rebelles de la Seleka depuis le coup de force. Bangui n'est toujours pas sécurisé. Les nouveaux maîtres de la ville demandent d'ailleurs l'aide des forces internationales. Jeudi, la situation était encore précaire à Bangui. Les magasins de la capitale centrafricaine ont rouvert mercredi après 3 jours de pillage. L'électricité est revenue, mais l'eau manque encore dans plusieurs quartiers de la ville. L'électricité, ça est venu hier. Ça fait moins plaisir, quoi. Est-ce que tu as l'eau aussi? Bon, situation, non, il n'y a pas de l'eau depuis combien de jours, il n'y a pas de l'eau. On a souffert du problème de l'eau. Sur les routes, les voitures des rebelles Seleka patrouillent, mais les taxis sont rares. Partout, l'insécurité règne. Les chauffeurs de taxi craignent les violences des patrouilles Seleka. Les Seleka, ce que je crains, c'est quoi? Quand ils roulent comme ça, ils te voient brusquement comme ça, là, ils commencent à tirer, ils te menacent alors. C'est ça. La peur des chauffeurs de taxi est partagée par ces ressortissants français. Évacués vers ce campement sur la base militaire de Bangui mercredi, ils attendaient de rejoindre Paris. Ils se souviennent de ces 3 jours de cauchemar. C'est vrai que ça a été très dur parce qu'on a été vraiment sous les tirs d'obus de mortier, les balles dans tous les sens qui tombaient partout, les enfants qui pleuraient, enfin bon, c'était un petit peu difficile. Le centre-ville est paralysé, les gens sont toujours sous la peur, les pillages, on va dire quand même, qui ne sont pas terminés. Une force française de 550 hommes protège les ressortissants et les intérêts français en Centrafrique, mais se garde d'intervenir. Les Nations Unies pointent un risque de pénurie alimentaire. Le Seleka a promis une reprise de la vie administrative et économique mardi prochain. En bref et en images, la situation politique au Mali, mais tout d'abord direction l'Afrique du Sud. L'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, inquiète. Madiba souffre d'une infection pulmonaire. Il a été hospitalisé la nuit dernière. Nelson Mandela de nouveau hospitalisé. L'ancien président sud-africain âgé de 94 ans a fait une rechute de son infection pulmonaire. Dans un communiqué de presse, l'actuel président Jacob Zuma n'a pas précisé dans quel établissement Mandela a été admis, mais a appelé le peuple africain à prier pour lui et sa famille. Début mars, le prix Nobel de la paix avait été hospitalisé pour 24 heures. Les autorités parlaient alors d'un simple examen de routine. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Madiba n'est plus apparu en public.
Les élections présidentielles et législatives au Mali auront bien lieu en juillet. C'est ce qu'a affirmé avec détermination le gouvernement malien après la première réunion du comité de pilotage. Un délai court au cours duquel il faudra remettre en place l'administration dans certaines régions du pays, comme à Gao et à Tombouctou. Le comité en a profité pour solliciter le concours de la communauté internationale avec l'envoi d'observateurs internationaux. Un mot de culture pour terminer. Le premier festival de promotion de la femme africaine, Afriki Mousso, se tient à Abidjan. Selon les initiatrices, la rencontre est un cadre d'expression et surtout de valorisation des femmes africaines. Elles sont issues de tous les métiers d'art et de mode. Marie-Laure Ngoran nous propose de découvrir ces femmes. Elles se prennent en charge aujourd'hui grâce à leurs activités manuelles. Artistes, peintres, stylistes, modélistes, écrivaines, commerçantes. Ces femmes africaines des pays membres de l'UEMOA se sont donné rendez-vous à Abidjan pour leur premier festival dénommé Afriki Mousso, festival de promotion de la femme africaine. Le cadre est tout trouvé pour échanger, partager leur expérience, surtout promouvoir leur talent, valoriser la culture africaine. J'essaie de valoriser le pain traditionnel ivoirien, qu'on peut faire beaucoup de choses avec le pain traditionnel. Ce que je porte aujourd'hui, c'est avec le pain baoulé. On peut faire beaucoup de choses, de la broderie, des ensembles tailleurs, des ensembles maxi. Je suis une digne femme africaine, donc je me sens très bien là-dedans. C'est un pain baoulé. Que toutes les femmes puissent mettre en valeur ce qu'elles ont de mieux, ce qu'elles ont de meilleur, pour que tout le monde sache que la femme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais la femme, c'est la femme battante, la femme de qualité et la femme travailleuse. Christiane, commerçante, est arrivée du Burkina Faso. Ses sacs, chaussures et ceintures qu'elle expose avec fierté ont été fabriqués avec des sachets plastiques, des sachets ramassés et recyclés par des femmes au Burkina Faso. Et les sacs que vous voyez, c'est les sacs recyclés, les sachets noirs jetés dans la rue que notre association collective ramasse et il fait des objets utilitaires. On fait en tout cas plus de 60 objets qu'on fait avec ces sachets plastiques. Et ces femmes qui sont dans ce centre, ils arrivent à avoir leurs besoins, payer les études de leurs enfants. Afriki Mousso, festival de promotion de la femme africaine, est une initiative de la direction du Palais de la Culture d'Abidjan. Une initiative qu'elle veut désormais instituer pour valoriser la femme africaine. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain à 6h30. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.